Un instant, j'étais une organisatrice d'événements accomplis. L'instant d'après, j'étais à genoux, en train de frotter une tache de vin sur un sol en marbre pendant que de cruels millionnaires prenaient des photos pour se divertir. Mais le mystérieux milliardaire qui a été témoin de mon humiliation était sur le point de transformer la pire soirée de ma vie en la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Cette soirée avait commencé comme n'importe quelle autre soirée réussie de ma carrière. Je m'appelle Camille Dubois et à 24 ans, j'avais gravi les échelons pour devenir la plus jeune responsable événementielle du château de Rocheux. La soirée du cœur généreux était ma plus grande mission à ce jour, réunir l'élite de la région pour lever 5 millions d'euros pour les hôpitaux pédiatriques. J'avais passé des mois à en planifier chaque détail. Et tandis que je me tenais dans la grande salle de bal, vêtue de mon élégante robe violette, mon presse-papier à la main, je ressentais une grande fierté pour ce que j'avais accompli. La salle était absolument somptueuse. Des lustres en cristal diffusaient une lueur chaude sur les tables drapées de soie blanche, et des orchidées dans des vases en argent créaient une atmosphère de luxe et de raffinement. Les invités arrivaient dans leurs berlines de luxe, les femmes drapées dans des robes de créateurs et des diamants, les hommes en smoking parfaitement taillés. Tout se déroulait sans accroc, et j'étais convaincue que cette soirée allait asseoir ma réputation dans le métier. Puis il est entré. Je l'ai remarqué immédiatement. Et honnêtement, je ne pense pas qu'une seule femme dans cette salle ne l'ait pas remarqué. Il était grand, probablement un m90, avec des cheveux sombres parfaitement coiffés et des yeux bleus perçants qui semblaient vous transpercer. Son costume anthracite était de toute évidence taillé sur mesure et coûtait probablement plus que mon salaire de 3 mois. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était ni sa richesse évidente ni son physique dévastateur. C'était sa prestance. Il émanait de lui une confiance tranquille, un sentiment de puissance qui n'avait pas besoin d'être annoncé. Il se déplaçait à travers la foule comme si le monde lui appartenait, ce qui, comme je le découvrirai plus tard, n'était pas loin de la vérité. Il s'est assis seul à une table dans un coin, et j'ai observé plusieurs femmes l'approcher tout au long de la soirée, pour être poliment mais fermement éconduite. Il semblait plus intéressé à observer la foule qu'à participer aux jeux de société qui dominaient habituellement ces événements. J'ai pris note mentalement de m'assurer que sa table reçoive un excellent service, bien que quelque chose me dise qu'il n'était pas du genre à se plaindre si quelque chose tournait mal. Environ 1 heure après le début de la soirée, alors que je me félicitais du déroulement parfait des choses, ils sont arrivés. J'aurais dû savoir, dès l'instant où ils ont franchi ces portes, que ma soirée parfaite allait virer au cauchemar. Ils sont entrés comme si non seulement le château, mais toute la région leur appartenait. 5 personnes qui dégageaient cette arrogance que seule une vie entière sans jamais entendre le mot « non » peut conférer. À leur tête se trouvait Nathalie Durand, une femme d'une 40aine d'années qui portait ses diamants comme une armure et son complexe de supériorité comme une couronne. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère qui correspondait à son expression dure, et son rouge à lèvres était si parfait qu'il semblait peint. C'était le genre de femme qui avait épousé la richesse et passé le reste de sa vie à s'assurer que tout le monde le sache. Derrière elle venait Valérie Lemoine, sa fidèle acolyte, légèrement plus jeune mais tout aussi venimeuse. Là où Nathalie était d'une cruauté glaciale, Valérie était un feu, prompte à la colère et encore plus prompte à détruire quiconque elle percevait comme inférieur à elle. Puis il y avait Isabelle Fournier, la 3e femme de leur petit groupe, qui semblait prendre un plaisir sincère à voir les autres souffrir. Elle avait ce genre de sourire qui n'atteignait jamais les yeux. Les 2 hommes qui les accompagnaient étaient tout aussi affreux, à leur manière. Julien Petit était un playboy d'une 30aine d'années qui pensait que sa fortune familiale et son physique le rendaient irrésistible. Il avait ce sourire en coin qui vous donnait envie de le gifler, et sa façon de regarder le personnel féminin me donnait la chair de poule. Philippe Lefebvre, quant à lui, était le fils pompeux d'un empire commercial, le genre d'homme qui portait le succès de son père comme s'il s'agissait de sa propre réussite. Il avait une manière de parler condescendante qui montrait clairement qu'il pensait que tout le monde autour de lui était idiot.
Ils étaient à peine dans la salle de bal depuis 10 minutes qu'ils ont commencé à se plaindre. Le champagne n'était pas assez prestigieux. Les fleurs étaient trop communes. La musique était trop forte, puis trop faible. Je me suis approché de leur table avec mon sourire le plus professionnel, déterminé à gérer leurs plaintes avec grâce. « Bonsoir », dis-je poliment. « Je suis Camille Dubois, la responsable de l'événement. Je crois comprendre que vous avez quelques préoccupations concernant l'organisation. » Nathalie me toisa de la tête aux pieds comme si j'étais une saleté qu'elle avait trouvée sous sa chaussure. « Vous êtes la responsable. Si jeune. » Je suis peut-être jeune, mais je vous assure que je suis très expérimentée, répondis-je en gardant mon sang-froid. Que puis-je faire pour rendre votre soirée plus agréable? C'est à ce moment-là que j'ai vu le regard qu'ils ont échangé. Un regard qui aurait dû m'avertir de fuir aussi loin que possible. Au lieu de ça, je suis restée là, assez naïve pour croire que je pourrais gérer tout ce qu'ils me lanceraient. En fait, dit Julien avec cet horrible sourire en coin, nous avons des exigences très spécifiques. Nous sommes habitués à un certain niveau d'attention personnelle. Bien sûr, dis-je, croyant encore qu'il s'agissait de service client. Que voudriez-vous que j'organise? Ce qui suivit fut une série de demandes de plus en plus ridicules. Ils voulaient que j'approuve personnellement chaque bouteille de vin avant qu'elle ne soit servie. Ils ont exigé que la température de leur section de la salle soit ajustée 3 fois. Ils se sont plaints que leur table était trop proche de l'orchestre, puis trop loin de la piste de danse. Chaque fois, j'ai accédé à leurs requêtes avec une patience professionnelle, sans réaliser que je tombais droit dans leur piège. Le premier vrai signe de problème est apparu alors que je revenais de parler avec le sommelier de leurs préférences en matière de vin. En m'approchant de leur table, Nathalie tenait un verre de vin rouge juste au-dessus du chemin que je devais emprunter. J'aurais dû le voir venir, mais j'étais concentrée sur mes notes, planifiant comment répondre à leur dernière plainte concernant les amuse-bouches. « Oh !» s'exclama Nathalie en bougeant délibérément son bras, faisant se déverser tout le verre de vin sur le devant de ma belle robe violette. Quelle maladresse de ma part! Je suis restée là, sous le choc, le vin rouge foncé dégoulinant de ma robe sur le sol en marbre. Le vin avait éclaboussé ma poitrine et ma jupe, ruinant complètement la tenue que j'avais choisie avec tant de soin pour cette soirée importante. Autour de nous, d'autres invités avaient interrompu leur conversation pour regarder le spectacle. Je suis vraiment désolée, commençai-je, m'excusant automatiquement, même si ce n'était clairement pas un accident. Désolée? Julien éclata de rire, un son cruel qui déchira l'air. C'est vous qui devriez être désolé. Regardez ce que vous lui avez fait faire en vous tenant au mauvais endroit. Franchement, intervint Valérie, sa voix suintant une fausse inquiétude. Quelqu'un devrait apprendre aux membres du personnel à être plus prudents autour de leurs supérieurs. Ce mot, supérieur, me frappa comme un coup de poing, mais le pire était à venir. Vous ne pouvez pas continuer à travailler dans cet état, dit Isabelle avec une satisfaction évidente. C'est un manque total de professionnalisme. Vraiment honteux. Je vais me changer rapidement, dis-je, essayant de conserver un peu de dignité, même si je sentais les regards des autres invités me brûler. Pour mettre quoi? Demanda Philippe avec une innocence feinte. Vous n'avez sûrement pas une autre robe de soirée cachée quelque part. Il avait raison, et nous le savions tous. Les seuls autres vêtements auxquels j'avais accès se trouvaient dans le vestiaire du personnel, les uniformes standards du château que portaient les serveuses et le personnel d'entretien. Des chemisiers blancs et des jupes noires qui vous identifiaient clairement comme le personnel de service, pas la direction. Je suppose que vous allez devoir porter un uniforme du personnel, dit Nathalie, et je pouvais entendre la jubilation à peine contenue dans sa voix. Comme c'est approprié. Je voulais refuser. Chacun de mes instincts me hurlait de partir pour préserver ma dignité et ma position. Mais je ne pouvais pas quitter la soirée.
Trop de choses dépendaient de son succès, et trop de gens comptaient sur l'argent que nous allions récolter ce soir-là. Alors j'ai ravalé ma fierté et je suis allé me changer. Quand je suis revenu, vêtu du simple chemisier blanc et de la jupe noire du personnel du château, la transformation était complète. Dans mon élégante robe violette, j'avais été Camille Dubois, l'organisatrice d'événements, une professionnelle égale à n'importe qui dans cette salle. En uniforme, je devenais invisible, juste un autre membre du personnel, quelqu'un à qui on donne des ordres et que l'on ignore. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ah, bien, dit Valérie alors que je m'approchais de leur table. Maintenant, vous avez l'air à votre place. Nous voudrions du champagne frais pour tout le monde, et assurez-vous que les coupes soient bien frappées. Je voulais leur rappeler que j'étais toujours la responsable, que servir des boissons ne faisait pas partie de mes attributions. Mais quelque chose dans leurs yeux m'a averti que toute protestation ne ferait qu'empirer les choses. Je suis donc allé chercher leur champagne, les joues brûlantes d'humiliation tandis que d'autres invités regardaient la serveuse s'occuper de la table importante. Quand je suis revenu avec leur boisson, Julien a levé sa coupe à la lumière et a fait mine de l'examiner. « Il y a des traces sur cette coupe », annonça-t-il à haute voix. « On ne vous a pas appris à nettoyer correctement ? » La coupe était parfaite. Je l'avais vérifiée moi-même, mais je me suis surprise à m'excuser quand même. Je vous en apporte une autre immédiatement. Vous allez nous apporter à tous de nouvelles coupes, corrigea Philippe. Et la prochaine fois, peut-être que vous ferez attention à ce que vous faites. Au fur et à mesure que la soirée avançait, leurs exigences devinrent de plus en plus dégradantes. Ils me faisaient courir d'un bout à l'autre de la salle de bal, pour chercher ceci, ajuster cela, toujours avec une critique sur ma façon de mal m'y prendre. D'autres invités ont commencé à remarquer le manège, certains semblant mal à l'aise, mais aucun intervenant. Quelques-uns semblaient même amusés par le spectacle de voir quelqu'un se faire remettre à sa place. Le pire, c'est qu'ils semblaient savourer chaque instant de mon humiliation. Ils échangeaient des regards satisfaits lorsqu'ils parvenaient à me faire courir pour régler un problème imaginaire. Ils prenaient des photos avec leur téléphone quand ils pensaient que je ne regardais pas, prévoyant probablement de partager ma dégradation avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Mais à travers tout cela, j'ai remarqué que l'homme mystérieux à la table du coin observait. Chaque fois que je jetais un coup d'œil dans sa direction, ses yeux étaient posés sur moi, et son expression s'assombrissait d'heure en heure. Sa mâchoire était crispée, et je pouvais voir ses mains se fermer en poing sur la nappe blanche. Pour une raison quelconque, son attention rendait tout à la fois meilleur et pire. Meilleur, parce que quelqu'un semblait voir ce qui m'arrivait. Pire, parce que quelqu'un était le témoin de mon humiliation la plus totale. Le point de rupture est survenu pendant la vente aux enchères silencieuse. Je me tenais près de leur table, mon presse-papier à la main, essayant de me coordonner avec le personnel de la vente quand Julien a délibérément fait tomber une assiette de canapé sur le sol en marbre. « Oups » dit-il avec une fausse innocence. « On dirait que quelqu'un doit nettoyer ce gâchis. » Je cherchais du regard un membre du personnel d'entretien, mais la voix de Nathalie fusa, cinglante comme un fouet. « Qu'est-ce que vous attendez ? Nettoyer. » « Je ne suis pas du service d'entretien, » dis-je doucement, essayant de m'accrocher au peu de dignité qu'il me restait. « Je peux appeler quelqu'un de votre personnel, » interrompit Isabelle. « Le personnel nettoie les saletés. Ou êtes-vous trop bien pour faire votre travail ? » Toute la tablée d'invités regardait maintenant, attendant de voir ce que j'allais faire. Je pouvais sentir des centaines d'yeux braqués sur moi depuis toute la salle. À cet instant, j'ai réalisé que ma carrière était en jeu. Si je refusais, il s'assurerait que tout le monde sache que le château de Rocheux employait du personnel trop fier pour faire son travail. Si j'obéissais, je franchirais une ligne d'où il n'y aurait peut-être pas de retour. Les larmes menaçant de couler, je me suis mise à quatre pattes et j'ai commencé à ramasser les canapés éparpillés sur le sol froid en marbre. Le son de leur rire était comme des poignards dans ma poitrine,
mais je me suis forcée à continuer, me concentrant sur chaque bouchée, chaque miette, n'importe quoi pour éviter de regarder les visages autour de moi. « C'est mieux », dit Philippe d'un ton approbateur. « Maintenant, elle apprend sa juste place. » « On devrait peut-être lui faire cirer nos chaussures après, » suggéra Julien, et ils éclatèrent tous d'un nouveau rire. « Les gens comme elle doivent comprendre l'ordre naturel des choses, » ajouta Nathalie, sa voix portant clairement jusqu'aux tables voisines. « Certaines personnes sont faites pour servir, et d'autres pour être servies. » J'étais toujours à genoux, les mains tremblantes, en train d'essayer de nettoyer leur gâchis délibéré quand j'entendis des pas s'approcher. Des pas lourds et délibérés qui semblèrent faire taire les rires autour de moi. Je levai les yeux pour voir des chaussures en cuir noir parfaitement cirées s'arrêter juste devant moi, et mon regard remonta pour voir l'homme mystérieux de la table du coin dominer la scène. Ça suffit. Sa voix était calme, mais elle portait une telle autorité que chaque conversation dans les environs s'arrêta net. Les 5 tortionnaires à la table levèrent les yeux vers lui, leurs expressions allant de l'agacement à la curiosité. « Pardon, » dit Nathalie, sa voix dégoulinant de dédain. « Ceci ne vous regarde pas ?» Les yeux bleus de l'homme se fixèrent sur elle avec une intensité qui aurait fait reculer immédiatement une personne plus avisée. « En réalité, ceci me regarde au plus haut point. »« Écoutez, qui que vous soyez, » dit Philippe en se levant pour tenter d'égaler la taille de l'étranger, échouant de plusieurs centimètres. Nous gérons un problème de discipline du personnel. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous adresser à la direction. Julien eut un rire qui s'étrangla dans sa gorge quand l'homme mystérieux tourna vers lui ses yeux perçants. La discipline du personnel ? C'est comme ça que vous appelez le fait de terroriser une jeune femme pour votre divertissement ? Ce n'est qu'une employée du château, dit Valérie avec mépris. Elle doit apprendre le respect envers ses supérieurs. Ses supérieurs ? La voix de l'homme avait une tonalité dangereuse qui fit même se tortiller Nathalie sur sa chaise. Et qu'est-ce qui vous fait croire exactement que vous êtes supérieur à quiconque dans cette pièce ? Isabelle se leva, pensant manifestement qu'elle pouvait l'intimider avec ses relations familiales. Avez-vous la moindre idée de qui nous sommes ? Nos familles possèdent la moitié de la région. Je ne sais pas qui vous pensez être, mais moi, je suis Alexandre Beaumont. Le nom tomba au milieu de la conversation comme une bombe. Depuis ma place au sol, je vis chaque visage à la table blêmir de choc et de terreur. Même moi, je connaissais ce nom. Tout le monde dans la région le connaissait. Alexandre Beaumont était le milliardaire qui semblait posséder tout et tout ce qui comptait. Il était notoirement discret, rarement vu lors d'événements publics, ce qui expliquait pourquoi même ses arrivistes ne l'avaient pas reconnu immédiatement. « Monsieur Beaumont » balbutia Nathalie. Son arrogance d'auparavant s'était complètement évaporée. « Nous ne... Je veux dire, nous n'étions pas... » « Vous n'étiez pas quoi ?» La voix d'Alexandre était d'un calme mortel. « Vous n'étiez pas en train d'humilier cette jeune femme pour votre propre plaisir malsain ? Vous n'étiez pas en train de la forcer à ramper sur le sol pendant que vous riiez et preniez des photos ? » Julien tenta de se ressaisir le premier, pensant probablement que son charme l'avait déjà sorti de situations difficiles. « Monsieur, il y a eu un malentendu. Nous étions justes. » « Il n'y a aucun malentendu, » le coupa Alexandre. « Je vous observe torturer cette femme depuis 2 heures. J'en ai assez vu pour savoir exactement quel genre de personne vous êtes. » Il baissa les yeux vers moi, toujours à genoux sur le sol en marbre, entouré de nourriture éparpillée, et son expression s'adoucit légèrement. « Relevez-vous, s'il vous plaît, » dit-il gentiment, en me tendant la main pour m'aider. Je pris sa main, sentant la force et la chaleur de ses doigts alors qu'il me remettait debout. À ses côtés, je sentis une partie de ma dignité me revenir, comme si sa présence me protégeait de leur cruauté. Alors, Alexandre se tourna vers les 5 personnes qui avaient fait de ma soirée un cauchemar. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. »
Cette femme n'a été que professionnelle et gracieuse, malgré votre comportement épouvantable. Elle essayait de faire son travail pendant que vous la traitiez comme votre divertissement personnel. Nous sommes des clients importants, protesta faiblement Philippe. Un peu d'amusement, certainement. Amusant. La voix d'Alexandre aurait pu couper du verre. Vous appelez ça amusant d'humilier quelqu'un? Laissez-moi vous dire ce que j'appelle amusant. J'appelle ça amusant quand je détruis la vie des gens qui pensent pouvoir torturer les autres pour leur plaisir. La menace dans sa voix était sans équivoque, et je pouvais voir la panique commencer à s'installer dans le groupe. Il commençait enfin à comprendre qu'il s'en était pris à la mauvaise personne, devant le mauvais témoin. Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, tenta de rattraper Valérie. Nous ne faisions que rire un peu. Il n'y avait aucune mauvaise intention. Aucune mauvaise intention? Alexandre la regarda avec dégoût. Regardez-la. Il fit un geste vers moi. Regardez ce que vous lui avez fait. Elle a été humiliée, dégradée et terrorisée, tout ça pour votre divertissement. Et vous pensez qu'il n'y a pas de mal à ça? Je sentis les larmes commencer à couler sur mes joues, non plus de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un avait enfin vu ce qui m'arrivait. Quelqu'un avec le pouvoir d'y mettre fin était enfin intervenu. Alexandre remarqua mes larmes, et son expression devint encore plus dangereuse. Vous l'avez fait pleurer, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais d'une certaine manière plus terrifiante que n'aurait pu l'être n'importe quel cri. Nous pouvons arranger ça, dit Nathalie désespérément. Nous pouvons la dédommager, faire un don à l'œuvre de charité. Vous croyez qu'il s'agit d'argent? Alexandre s'approcha de leur table, et je les vis tous les 5 se pencher instinctivement en arrière sur leur chaise. Il s'agit de caractère. Il s'agit du genre de personne que vous choisissez d'être quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Il sortit son téléphone et passa un appel, parlant doucement, mais avec une autorité évidente. Je n'entendais pas tout ce qu'il disait, mais je saisis assez de mots pour comprendre qu'il prenait des dispositions qui allaient changer leur vie à jamais. Quand il raccrocha, il les regarda chacun leur tour. Et Nathalie, l'entreprise de BTP de votre mari vient de perdre tous les contrats publics qu'elle avait avec le groupe Beaumont. Valérie, l'agence immobilière de votre famille verra ses prêts révoqués dès demain matin. Isabelle, l'entreprise d'importation de votre père va faire face à des contrôles très approfondis de la part d'agences qui, d'ordinaire, ne se parlent pas. Les visages des femmes étaient passés du blanc au gris alors qu'elles réalisaient l'ampleur de ce qui leur arrivait. Julien, continua Alexandre, votre fonds en fiducie provient d'investissements gérés par Beaumont Finance. Considérez ces investissements comme liquidés à compter de ce soir. Et Philippe, la société de votre père dépend de contrats avec mes filiales. Ces contrats sont résiliés avec effet immédiat. Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Philippe, la voix brisée. C'est un suicide commercial. Nous avons des contrats, des accords légaux. Lisez les petits caractères, dit froidement Alexandre. Il y a des clauses de moralité dans chaque contrat. Un comportement qui jette le discrédit sur le groupe Beaumont est un motif de résiliation immédiate. Je dirais que terroriser le personnel d'un château est un motif valable. Il se tourna vers les agents de sécurité qui étaient apparus comme de nulle part. Veuillez escorter ces individus hors des lieux. Ils sont bannis de toutes les propriétés Beaumont, à titre permanent. Attendez. Sursauta Julien, désespéré. Nous pouvons arranger ça. Nous nous excuserons. Nous ferons un don. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Alexandre le regarda avec mépris. Vous avez eu 2 heures pour montrer qui vous étiez vraiment. Vous avez choisi d'être cruel. Maintenant, vous allez devoir vivre avec les conséquences. Tandis que la sécurité commençait à escorter le groupe vers la sortie,
chacun d'eux essaya de plaider sa cause, de promettre qu'il changerait, d'offrir tout ce qui, pensait-il, pourrait les sauver. Mais Alexandre s'était déjà détourné, les ignorant aussi complètement qu'il m'avait ignoré. Quand ils furent partis, la salle de bal sembla respirer à nouveau. Les conversations reprirent, même si je devinais que tout le monde parlait de ce qui venait de se passer. Alexandre se tourna vers moi et pour la première fois de la soirée, son expression était douce. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il, sa voix douce et pleine d'inquiétude. Je voulus répondre, mais je me retrouvai à pleurer de nouveau, cette fois d'un immense soulagement et de gratitude. Il me tendit un mouchoir d'un blanc immaculé et attendit patiemment que je me ressaisisse. « Je suis désolé, réussis-je enfin à dire. J'aurais dû mieux gérer la situation. J'aurais dû. » Vous n'auriez rien dû faire différemment, m'interrompit-il fermement. Vous avez géré une situation impossible avec grâce et professionnalisme. Ce qui vous est arrivé ce soir n'était pas de votre faute. Il me guida jusqu'à sa table et m'invita à m'asseoir. Un serveur apparut immédiatement avec un verre d'eau, et je réalisai qu'Alexandre lui avait probablement fait signe sans que je le remarque. « Je veux que vous sachiez, » dit Alexandre en s'asseyant en face de moi, « que ce que j'ai vu ce soir n'était pas seulement leur cruauté, mais votre force. Vous auriez pu partir, refuser leurs exigences, provoquer une scène. Au lieu de cela, vous avez enduré leur traitement parce que vous vous souciez plus du succès de cet événement caritatif que de votre propre confort. Je voulais juste faire mon travail, dis-je doucement. Et vous l'avez fait brillamment, répondit-il. Malgré tout ce qu'ils vous ont fait subir, cette soirée se déroule toujours parfaitement. La vente aux enchères est un succès, les invités sont heureux, et l'œuvre de charité atteindra son objectif de collecte de fonds. Tout cela est entièrement dû à votre professionnalisme. Il marqua une pause, semblant peser ses mots avec soin. Je cherche quelqu'un pour diriger mon pôle hôtellerie. Quelqu'un qui n'a pas seulement des compétences professionnelles, mais du caractère. Quelqu'un qui comprend que la façon dont nous traitons les gens est plus importante que les marges bénéficiaires. Je le regardai, sous le choc. Vous me proposez un travail ? Je vous propose un empire, dit-il avec un sourire qui transforma tout son visage. Le groupe Beaumont possède des hôtels, des restaurants et des lieux événementiels dans tout le pays. Je veux quelqu'un qui veillera à ce que ce qui vous est arrivé ce soir n'arrive jamais à personne d'autre dans aucun de mes établissements. L'ampleur de ce qu'il m'offrait me frappa comme une vague. Ce n'était pas juste un travail. C'était une chance de changer tout un secteur, de m'assurer qu'aucun autre jeune professionnel n'aurait à endurer ce que j'avais enduré ce soir-là. Il y a une condition, ajouta Alexandre, son expression redevenant sérieuse. Mon cœur se serra. Bien sûr, il y avait un piège. Quelque chose d'aussi beau ne pouvait pas être réel. Vous devez me promettre que vous ne laisserez plus jamais personne vous traiter comme ils l'ont fait ce soir. Vous avez une valeur et une dignité qui n'ont rien à voir avec votre titre professionnel ou votre compte en banque. Ne l'oubliez jamais. Je sentis de nouveau les larmes monter, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie et de soulagement. Je le promets, murmurai-je. Alexandre se leva et s'adressa à toute la salle, sa voix portant sans effort à travers la pièce. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Camille Dubois, la nouvelle directrice du pôle hôtellerie du groupe Beaumont. Ce soir, bien qu'ayant fait face à un traitement qui aurait brisé une personne moins forte, elle a veillé à ce que cette soirée caritative soit un succès complet. Elle incarne les valeurs que je veux voir dans toutes mes entreprises, le professionnalisme, la grâce sous la pression et une véritable attention aux autres. La salle de bal éclata en applaudissements, et je me levai sur des jambes tremblantes pour les accueillir. Ces mêmes personnes qui avaient assisté à mon humiliation célébraient maintenant mon triomphe. Et bien qu'une partie de moi restât cynique face à leur changement d'attitude, j'étais surtout reconnaissante que le cauchemar soit terminé.
Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, Alexandre et moi nous tenions dans la salle de bal vide, entourés des débris d'un événement réussi. L'œuvre de charité avait dépassé son objectif de 2 millions d'euros, et j'étais sorti de la pire nuit de ma vie avec la meilleure opportunité que j'aurais pu imaginer. Et maintenant, demandai-je, ayant encore du mal à croire que tout cela était réel. Maintenant, vous allez construire quelque chose d'incroyable, répondit Alexandre. Vous allez créer le genre d'expérience hôtelière qui traite chaque personne avec dignité et respect. Vous allez embaucher et former des gens qui comprennent que le service consiste à élever les autres, pas à les rabaisser. Et les gens qui m'ont fait ça? L'expression d'Alexandre se durcit légèrement. Ils découvriront que leurs anciennes vies ne leur sont plus accessibles. Ils devront apprendre à vivre avec les conséquences de leurs choix. Mais ce n'est plus votre problème. Votre problème, c'est de construire quelque chose de meilleur. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau surplombant la vallée de la Loire, examinant les rapports de la douzaine d'hôtels désormais sous ma direction. Nous avions mis en place de nouveaux programmes de formation axés sur le respect et la dignité de tous les clients et du personnel. Nous avions des politiques de tolérance zéro pour le genre de comportement que j'avais subi cette nuit-là, et nous étions devenus connus dans tout le secteur comme l'entreprise qui traitait les gens correctement. Les 5 personnes qui m'avaient tourmenté cette nuit-là avaient en effet tout perdu, comme Alexandre l'avait promis. Leur statut social, leur fortune, leur influence, tout s'était effondré quand le monde des affaires a appris quelle sorte de personnes ils étaient vraiment. J'entendais parfois des nouvelles d'eux par les bruits de couloir du secteur. Et bien que je ne prenne aucun plaisir à leur déchéance, je ne pouvais nier qu'il y avait là une certaine justice. Quant à Alexandre, il était devenu bien plus que mon patron. Il était devenu mon mentor, mon partenaire dans la construction de quelque chose de significatif, et finalement, quelque chose de bien plus personnel que ce à quoi nous nous attendions l'un ou l'autre. L'homme qui m'avait sauvé de la pire nuit de ma vie était devenu la plus belle partie de chacun de mes jours. En repensant à cette terrible soirée, j'ai réalisé qu'elle avait été le catalyseur de tout le bien qui a suivi. Sans faire l'expérience de cette cruauté, jamais je n'aurais rencontré Alexandre. Sans être brisé aussi complètement, jamais je n'aurais compris à quel point il était important d'élever les autres. Sans perdre ma dignité devant des centaines de personnes, jamais je n'aurais appris que la vraie dignité vient de l'intérieur et ne peut jamais nous être enlevée par les autres. Les 5 personnes qui pensaient me détruire cette nuit-là m'avaient en fait offert le plus beau cadeau de ma vie. Elles m'avaient montré exactement le genre de personne que je ne voulais jamais être. Et ce faisant, elles avaient fait de moi exactement la personne que j'étais destinée à devenir. Parfois, les pires nuits mènent aux plus beaux matins. Et parfois, les gens qui essaient de vous anéantir finissent par vous élever plus haut que vous ne l'auriez jamais imaginé. Cette nuit-là m'a appris qu'il y aura toujours dans ce monde des gens qui trouvent leur joie dans la souffrance des autres, mais qu'il y aura aussi toujours des gens qui trouvent un sens dans la réussite des autres. La clé est de savoir faire la différence et de choisir de s'entourer des seconds sans jamais devenir les premiers. C'est une leçon que je porte en moi chaque jour et que j'espère transmettre à chaque personne que j'ai aujourd'hui le privilège de côtoyer grâce à mon travail. Après tout, on ne sait jamais quand le pire moment de la vie de quelqu'un se déroule juste sous nos yeux. Et on ne sait jamais quand on pourrait avoir le pouvoir de transformer son cauchemar en son plus beau rêve.